échec ce dimanche soir de négociations pour former un gouvernement en Allemagne, la chancelière Angela Merkel se retrouve confrontée à sa plus grave crise politique en 12 ans de pouvoir, ce qui pourrait à terme signer la fin de sa carrière politique. Aber wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren, auf dem wir hätten eine Einigung erreichen können. Nous pensons que nous étions sur un chemin qui aurait pu nous mener à un accord. Bien sûr, avec des concessions dont le contenu aurait résulté d'une coalition entre des partenaires très éloignés les uns des autres. Et c'est pourquoi, avec tout le respect que j'ai envers le FDP, je déplore que nous n'ayons pu trouver une solution commune. Für die FDP, dass wir keine gemeinsame Lösung finden konnten. Die FDP ist heute Aujourd'hui, le FDP a choisi de quitter et d'interrompre les négociations. C'est regrettable. Ça constitue dans le même temps un poids pour la République fédérale d'Allemagne dans son ensemble. Au pouvoir depuis 2005, la chancelière a certes remporté ses législatives, mais avec le pire score depuis 1949 pour son parti conservateur dans un contexte de percée de l'extrême droite et de mécontentement face à l'arrivée de plus d'1 million de migrants. Au final, les Allemands pourraient devoir retourner aux urnes en début d'année prochaine, alors qu'ils viennent fin septembre d'élire leurs députés. Dans un communiqué diffusé dimanche sur Facebook, le gouvernement libyen d'Union nationale, à travers son vice-premier ministre Ahmed Metig, a annoncé qu'il chargera une commission d'enquête sur les cas de migrants vendus comme esclaves près de Tripoli, la capitale libyenne. Une enquête qui devrait permettre d'appréhender et soumettre les responsables à la justice. Un récent reportage de CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye et largement partagé sur les réseaux sociaux, a provoqué une forte émotion, suscitant des réactions indignées en Afrique et à l'ONU. 1 millier de personnes ont manifesté samedi à Paris contre ces cas d'esclavage en Libye, dénoncés la semaine écoulée par un documentaire de la chaîne américaine CNN. Aujourd'hui, on s'indigne par rapport aux Africains qu'on est en train de vendre en esclavage. Et la communauté internationale n'en parle pas. Ce que nous voulons, qu'ils interviennent, qu'ils disent quelque chose par rapport à ce qui se passe en Libye, qu'ils arrêtent de soutenir les dictateurs en Afrique. Et moi, je pense que ça sera déjà le début de régler les conflits qui sont en Afrique. Nous, on n'a pas fait le choix de venir ici. On veut bien rester chez vous, mais on fuit les bombes qu'on nous ramène là-bas. Les manifestants ont répondu à l'appel de plusieurs associations. Le rassemblement s'est achevé sur les Champs-Élysées avec des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Carlo D'Avecchio aura passé plus de 3 années à la tête de la Fédération italienne de football. Son choix de ne pas démissionner dès l'élimination de l'Italie il y a une semaine face à la Suède avait été critiqué par de nombreux acteurs du monde du football. Nous avons perdu un mondial, la qualification au mondial. Carlo D'Avecchio est le plus désespéré par ça, pas en tant que président fédéral, mais en tant que Carlo. Et un acte de faiblesse, une émotion devienne une tragédie. C'est là la philosophie qui est derrière notre système sportif, d'un peuple, des gens qui travaillent pour produire. Si ce poteau, lors du match, était rentré, Carlo D'Avecchio aurait été un champion. Non, c'était le même. Mais ce système, cette politique, cette administration du sport, c'est une chose qui ne peut plus continuer comme ça. Les réformes ne peuvent pas être faites au niveau d'un terrain de football de 120 par 60. Elles doivent être faites au niveau global. Aujourd'hui, le football italien n'a plus de président de fédération, plus de sélectionneur, plus de président de la Liga Serie A, première diffusion, et plus de président de la Liga Serie B, deuxième division. De nouvelles élections doivent désormais être organisées dans un délai de 90 jours afin de désigner un nouveau président de la fédération. Antonio Lambert, c'est son nom. Âgé de 23 ans, il a été reconnu coupable de détention et trafic de drogue par un tribunal de Denpasar, la capitale de Bali. Nous sommes sur l'île la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Le jeune homme avait été appréhendé à son arrivée à l'aéroport international de Denpasar en provenance de Kuala Lumpur en juin. Des douaniers avaient découvert du hashish dans son bagage ainsi qu'un sachet contenant de la résine de cannabis.
Nous condamnons le prévenu Anthony Lambert à 5 ans de prison et une amende de 63 000 €. En tant que conseiller juridique, nous ne sommes pas satisfaits de cette décision. Nous allons décider cette semaine des prochaines étapes à prendre. L'avocate du Français condamné s'est déclarée insatisfaite du jugement et se laisse une semaine pour décider ou non de faire appel. Pour une telle quantité de drogue, la peine maximale encourue est de 20 ans d'emprisonnement. En Indonésie, la détention et le trafic de drogue, même en petite quantité, sont passibles de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Nous voici dans le centre du Portugal, dans le fin fond de l'Alentejo. Cet éleveur de bovins a déjà perdu 20 vaches depuis la fin de l'été. Désespéré, il regarde avec tristesse la prairie jaunie par le soleil où paissent ses bêtes. Ici, la pluie se fait désirer. Comme les vaches n'ont plus rien à brouter, Antonio Granadero est forcé de puiser dans son stock de fourrage hivernal qui est aujourd'hui bien entamé. Non loin, un agriculteur, Joao Curvo, fait le même constat. Je n'avais jamais vu la rivière comme cela. Normalement, il y a toujours de l'eau ici. Et même si elle ne coulait pas tout le temps, il y avait toujours des petites mares qui subsistaient. Vous voyez bien là, le niveau d'eau normal, c'est toute la partie claire. Elle devrait être recouverte, mais là, il n'y a rien. Même pas une petite humidité, rien. Tout est sec, tout est sec. C'est dur que l'huile d'olive cette année va être plus chère, car il y a beaucoup moins d'olives et même si elles ne sont pas mauvaises, la sécheresse va avoir un impact sur la production et le prix de l'huile va augmenter. De mémoire, c'est une des sécheresses les plus importantes que nous ayons vécues. Importante car cela fait pratiquement 1 an qu'il n'a pas plu. Je peux vous garantir qu'ici, toute l'agriculture souffre à cause du manque d'eau. C'est un manque qui n'épargne personne dans l'agriculture, que ce soit la production d'olives, la vigne, les céréales, le bétail, bref, toute l'activité agricole se trouve dans une situation dramatique. L'Alentejo n'est pas la seule région atteinte du Portugal. L'ensemble du territoire continental est frappé d'une sécheresse sévère ou extrême, d'après l'Institut météorologique national. Le pays a connu le mois d'octobre, le plus chaud depuis 1931. Cette situation a conduit à un assèchement des sols qui s'est encore accentué. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson n'a pas mâché ses mots. Dans un communiqué, il a accusé certains parmi l'armée et les forces de sécurité birmanes, ainsi que les groupes locaux d'autodéfense. Les responsables des violences sont désormais dans le viseur des États-Unis. Des sanctions ciblées américaines ne sont pas exclues. De mémoire, le chef de la diplomatie américaine s'est rendu mi-novembre en Birmanie, où il a rencontré séparément le chef de l'armée et la dirigeante du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi. Depuis le début des hostilités, les États-Unis prennent soin de ne pas blâmer la prix Nobel de la paix, mais évoquent ouvertement la responsabilité de l'armée. Dès le 11 septembre, l'ONU avait dénoncé une épuration ethnique, mais l'administration américaine s'était refusée jusqu'ici d'en faire autant, expliquant qu'elle analysait la situation. À présent, c'est chose faite. Le chef de la diplomatie américaine a de nouveau condamné les attaques imputées aux rebelles Rohingyas. Il a réclamé une enquête crédible et indépendante sur le terrain. Plus de 600 000 Rohingyas ont fui depuis fin août au Bangladesh voisin. Leur retour en Birmanie est au cœur de discussions commencées il y a plusieurs semaines entre les deux pays voisins, mais les discussions peinent à avancer. Le chef de l'armée birmane a d'ailleurs récemment jugé impossible le retour en masse de ces réfugiés, comme le propose le Bangladesh. Le pape François entendra des témoignages de membres de la communauté musulmane des Rohingyas à Dhaka durant son voyage au Bangladesh prévu du 30 novembre au 2 décembre. Le souverain pontife argentin enchaîne à partir de lundi 2 visites délicates dans la Birmanie bouddhiste et le Bangladesh musulman, où ses paroles seront particulièrement scrutées sur l'éviction des Rohingyas par l'armée birmane.
Capable de surveiller des zones sensibles jusqu'à 20 heures d'affilée en toute discrétion, entre 7000 et 13 000 mètres d'altitude, le drone, une fois armé, pourra agir immédiatement en cas d'identification d'une cible. Ce, sans attendre l'arrivée d'un chasseur qui peut prendre du temps. L'usage de ces drones, une fois armés de missiles air-sol, sera strictement encadré par la France, d'après le chef du détachement de drones sur la base aérienne de Niamey. La France dispose ici de 4 Mirage 2000 et de 5 drones de fabrication américaine. Ces derniers sont chargés d'observer sans relâche les groupes armés au Sahel et de collecter du renseignement. Toutefois, les 6 prochains drones attendus par l'armée française en 2019 seront équipés d'un armement. Il est ici question d'un sujet sensible. La France se veut rassurante, ce sont les militaires et non un service de renseignement comme la CIA qui auront la main sur les drones armés. Et pour ouvrir le feu, les équipements français appliqueront exactement les mêmes critères qu'un pilote de Tigre ou de Mirage. L'armement des drones procure un avantage tactique énorme. Mais un officier français au Sahel prévient, en se remémorant l'Afghanistan, qu'il y a de vraies questions éthiques qui doivent être bordées. Le projet de loi dénommé Orientation et réussite des étudiants, bientôt en vigueur en France, vise notamment à supprimer le tirage au sort et à réduire le taux d'échec en première année de fac. Toutefois, il ne fait pas l'unanimité. Bien au contraire, il est vivement critiqué par plusieurs syndicats lycéens, étudiants ou encore des enseignants. Ces derniers dénoncent une sélection déguisée. Mais les membres du gouvernement se défendent. Il ne s'agit donc pas d'une réforme qui a pour objectif d'empêcher l'accès à l'enseignement supérieur. C'est bien une réforme qui a pour objectif de faire que l'on y réussisse et que l'on sorte de cette habitude que nous avions pris d'avoir ces taux d'échec insupportables, passer de l'accès à l'enseignement supérieur pour tous à l'accès à l'enseignement supérieur pour tous et la réussite pour chacun. Nous avons donc précisé ces différentes règles d'affectation en réaffirmant que les universités accepteraient l'ensemble des bacheliers qui souhaiteraient s'y inscrire, qu'elles les inscriraient dans les filières du choix du bachelier, et c'est très important parce que la motivation d'un bachelier, c'est essentiel à ses réussites, mais que nous demandons aux bacheliers de faire confiance à l'enseignement supérieur pour lui proposer un parcours qui va l'aider et l'accompagner vers la réussite. Et c'est vraiment le cœur de cette réforme. À Paris, plusieurs centaines de jeunes s'étaient donné rendez-vous à la mi-journée à la place de la République pour manifester contre un texte qui, selon eux, instaure une sélection à l'entrée à l'université. Jusqu'à présent, tout titulaire du bac pouvait s'inscrire en licence générale. Désormais, l'inscription dans une formation en licence générale pourra être subordonnée à l'acceptation par le candidat du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite.